Temporel pour ce colloque. Et pendant que nos participants à cette première session consacrée à la Légion d'Orient et à la Légion arménienne se mettent en place, je voudrais juste dire quelques mots à mon tour de remerciement adressés à Hilda Choboyan ou Pascal Gostagnan et probablement d'autres organisatrices de ce colloque international, juste pour dire qu'en ces temps de commémoration de la fin de la Grande Guerre, d'itinérance mémorielle comme qui est le néologisme employé désormais par notre président de la République, il est vraiment bienvenu d'organiser un colloque qui finalement est consacré à des fronts absolument méconnus de la Grande Guerre, en tout cas qui ne sont pas en général enseignés dans les programmes de lycée. Je veux parler bien sûr du front de l'Est, mais plus précisément non seulement du front de l'Est, mais des fronts alors vraiment absolument inconnus du grand public français, du Caucase, du Moyen-Orient, de la Transcaspie également, enfin des fronts extrêmement complexes dans l'histoire desquels est venu s'insérer de manière on peut le dire, complètement inattendue, l'indépendance de la première République d'Arménie. Donc toute cette histoire est suffisamment complexe, riche, pour qu'on y revienne, justement, et donc ça justifie totalement l'entreprise qui est la vôtre. Donc 100 ans après le front de l'Est, l'Arménie et le Levant, entre guerre et paix, en effet, il est temps d'y revenir en 2018. Et donc, j'ouvre cette première session que vous avez choisi de consacrer à l'histoire de la Légion d'Orient et de la Légion arménienne. Nous avons 4 intervenants. Et donc, je donne tout d'abord la parole à Raymond Kevorkian et je vais tâcher de faire mes offices de garde-chiourme, en tout cas, enfin, pour faire en sorte que les temps ne soient pas dépassés. Donc, Raymond, je vous donne... Merci. On a à peu près 15 minutes chacun, c'est ça? Non, 20. 20? Parfait. Bien. Alors, mon propos est un petit peu plus large que la Légion arménienne. Le but donc de mes propos, c'est d'évoquer en fait une situation collective, le sort en fait des individus plus que la géopolitique régionale. À la veille ou au moment où la République d'Arménie se crée, il y a une situation humanitaire assez particulière des Arméniens et qui se caractérise en fait par un parfait éclatement dans 3 régions principales. La première région, c'est celle qui nous intéresse le plus ce soir, en tout cas que je vais évoquer. C'est d'abord le Proche-Orient, où on retrouve les survivants de 1915, des déportés, qui sont localisés dans environ 50 000 personnes, 60 000 même, dont 15 000 Arméniens en Irak, dans la région de Bakouba, donc c'est proche de Bagdad. Il s'agit d'originaires de la province de Van, en partie, et une autre partie d'Arméniens des régions de Salmast et d'Ourmia, et qui fuient en fait l'avancée des troupes ottomanes, turques, vers l'Azerbaïdjan persan, iranien, donc au cours du printemps et de l'été 1918. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, ce sont des survivants donc des déportations, un tout petit nombre dans la région de Deir Zor, environ 5000 rescapés qui se trouvent dans cette région, dispersés dans des tribus bédouines. Et le troisième bloc, le plus important, des rescapés arméniens qu'on trouve éparpillés sur un axe qui va d'Alep jusqu'à la mer Rouge. Donc avec Homs, Hama, Damas, etc. Donc c'est les 3 principaux groupes. Au total, à la fin de la guerre, on évalue environ à 115 à 120 000 Arméniens survivants sur l'ensemble de cette région qui va donc de la Mésopotamie, de l'Irak, jusqu'à la mer Rouge pratiquement.
Un point à souligner sur ces rescapés, l'immense majorité de ces rescapés qui se trouvent au Proche-Orient sont originaires de Cilicie, des gens d'Aintab, de Marash, etc. Principalement parce que ces populations ciliciennes ont rarement été envoyées sur l'axe de déportation qu'on appelait la ligne de l'Euphrate, et donc qui se prolongeait jusqu'à la région de Devzoj, mais plutôt envoyées sur l'axe, un axe moins meurtrier, on va dire, que j'ai évoqué et qui va jusqu'à la mer Rouge. Donc, premier état, ces rescapés du Proche-Orient. Le deuxième bloc très important de rescapés, ce sont des populations arméniennes de l'Empire ottoman qui se retrouvent dans le Caucase Sud et le Caucase Nord. On oublie trop souvent, il y a énormément de fuyards, on va dire. On ne peut pas parler, oui, de rescapés qui sont retrouvés, par exemple, dans la région de Krasnodar dès 1916, très très tôt, et qu'on retrouve même plus tard établis plus au nord encore. Donc, il s'agit principalement de populations qui vivaient dans des cantons ou des vilayettes frontaliers de la frontière russe, voilà. Donc, et qui ont fui très très tôt, au moment même, dès que les combats commencent pratiquement, ces populations quittent le territoire ottoman pour filer de l'autre côté, en territoire russe. Donc ça, c'est le deuxième bloc. On parle, alors il y a plusieurs étapes, hein, mais on parle d'environ 80 à 100 000 individus qui se retrouvent assez rapidement de l'autre côté et qui sont complétés, par exemple, dont le nombre est complété à l'automne 1915 par des gens qui ont réussi à franchir des lignes de différentes manières. Il y a par exemple une petite minorité de population du Sassoun qui arrive à couper les lignes ottomanes pour passer au Caucase, côté russe. On a aussi un bloc assez singulier, ce sont des populations arméniennes qui ont réussi en 1915 à se réfugier dans le Dersim et qui, par les chaînes de montagnes, la région d'Erzincan, réussissent en 1916, après plusieurs mois de présence, à franchir ces cols et à retrouver à se réunir aux troupes russes qui approchaient de l'autre côté. Ça, c'est le deuxième bloc. Le troisième bloc de rescapés, d'Arméniens vivants, c'est plus juste, c'est un premier bloc qui se trouve à Stamboul. Alors, dans le cas de Constantinople, avant la guerre, il y a à peu près 160 000 Arméniens qui vivent dans la capitale. Il y en a 80 000 à peu près qui vont être déportés, mais qui vont être progressivement remplacés par des Arméniens qui arrivent de province, qui ont réussi à passer les filtres et qui fait que dans la capitale, on garde presque régulièrement plus de 100 000 Arméniens présents. À la fin de la guerre, cette centaine de milliers d'Arméniens qui se trouvent dans la capitale vont être rejoints par des rescapés qui viennent d'endroits différents. Alors, ça, c'est les grandes lignes. Donc, mettez-vous bien à l'esprit que quand la République se crée, il y a une situation humanitaire très particulière et une dispersion arménienne qui est politiquement extrêmement difficile à gérer. Alors, j'évoquais donc le sort de ces populations. De quelle catégorie de population s'agit-il? Pour le bloc proche-oriental de rescapés, il y a deux catégories particulières qui émergent clairement. C'est d'abord de jeunes enfants. Beaucoup se trouvent dans des tribus bédouines
et vont être collectés par des brigades d'Arméniens, souvent d'anciens membres de la 4e armée ottomane, qui n'ont pas été exterminés pendant la guerre, qui ont continué à combattre pratiquement jusqu'à la fin, et qui, dans les derniers mois de la guerre, lorsque les Britanniques remontent vers le nord, désertent et s'organisent en brigade armée qui va de tribu en tribu bédouine et pour collecter donc une première catégorie, j'ai dit, d'enfants qui ont été adoptés, enlevés, transformés en esclaves. Il y a tout un éventail très complet de situations. Et une deuxième catégorie de personnes qu'on retrouve, ce sont principalement des jeunes filles ou des jeunes femmes qui étaient parfois mariées avant-guerre. Et on se retrouve avec des situations humanitaires très, très singulières. Je vais prendre peut-être le cas le plus extrême. On peut avoir une jeune femme de 20 ans qui a été déportée en 1915 du Nord. Elle a alors déjà 2 enfants, c'était très courant dans la société arménienne à l'époque. Elle va les perdre en cours de route. Elle va être captée par un responsable ou un bédouin donc au moment où elle arrive dans les déserts de Syrie. Elle va être mariée. Elle va avoir, pendant les 3 années de guerre, des enfants avec son kidnappeur. Et à la fin de la guerre, elle se retrouve devant une situation assez difficile à gérer pour elle. On lui propose, ces brigades qui recherchent donc ces rescapés arméniens, on lui propose d'être accueillie dans un refuge pour femmes, puisque les Arméniens vont créer, les instances arméniennes vont créer des refuges pour femmes, et on les invite à venir. On a beaucoup travaillé avec mon ami Vahid Tashtian sur ces questions, avec les archives, les dossiers individuels de ces jeunes femmes. Et d'ailleurs, quand on a publié, on a enlevé même les noms de famille, parce qu'il y avait des situations humaines très singulières, et puis il y a sûrement eu des descendances des familles. Donc, elles se retrouvent à choisir parfois, à partir toutes seules et à laisser les enfants auprès de leur nouvel époux, ou bien si l'époux l'admet, de pouvoir repartir avec les enfants qu'elle a eus pendant la guerre. Alors, les instances arméniennes ont été confrontées à cette question. Fallait-il recueillir ou pas ces enfants avec leur maman? Et ce qui s'est dégagé donc des décisions, par exemple, on avait les minutes des réunions du Conseil central de l'Union générale arménienne de bienfaisance, et on a vu à un moment, il y a un vote, un choix, disent oui, nous allons récupérer ces jeunes femmes avec leurs enfants. Bon, il y avait un choix très clair qui était fait. Mais il y a pas mal de jeunes femmes qui ont décidé en fait de rester dans ce nouvel environnement bédouin dans lequel elles vivaient depuis plusieurs années. Il y a eu des choix comme ça. Et aujourd'hui, on a par exemple dans la vallée du Cabour, qui a été une des zones de combat terribles avec Daesh au cours de ces dernières années, dans la région du Cabour, on sait qu'on a environ 300 familles d'originaires d'Erzurum qui se trouvent installés là et qui sont bédouinisés tout en étant conscients qu'ils avaient des racines arméniennes. On a un autre cas dans le Wadi Moussa, dans l'actuelle Jordanie, d'une tribu, c'est Anna Ohanessian qui a travaillé sur cette tribu, une ethnologue, donc une tribu dont la singularité est que toutes les grands-mères de cette tribu, qui s'appelle Hel Armen, vous voyez, sont des Arméniennes d'Arabkir en plus. Elles sont très, très concentrées. Donc,
Voilà des exemples très concrets, peut-être extrêmes. Il y a, je vous dis, une palette de situations très variées. Alors, pour gérer cette situation humanitaire, il a fallu mettre en place des instances, des institutions pour prendre en charge ces deux catégories principales de personnes. Donc, les gamines dans des orphelinats. Vaillé a dressé avec un collègue une carte des orphelinats du Proche-Orient. Il y en a, je ne sais pas, une bonne trentaine, 30, 40 à peu près. Je l'ai là imprimé, mais peu importe. Forte concentration de ces orphelinats sur la Syrie et le Liban, donc qui étaient ou qui vont devenir sous mandat français. Donc il y a une gestion. Il y a des instances arméniennes qui prennent en charge ces orphelinats selon les régions. Souvent, ce sont les Britanniques qui ont occupé la région le temps que les Français s'installent jusqu'au printemps, voire l'été 1919, qui ont instauré, on va dire, une administration arménienne qui devient leur interlocuteur pour la gestion de ces opérations humanitaires. Donc, des orphelinats qui sont créés par des institutions arméniennes et des institutions européennes, avec quand même, il faut le souligner, une force de frappe, un engagement financier, humain colossal du Nearest Relief américain, voilà, qui a été, et avec lequel d'ailleurs, par exemple, l'Union générale arménienne de bienfaisance a passé un accord très simple, sur un principe très simple, pour $1 investi, il parlait en dollars déjà à l'époque, pour $1 investi par une de ces organisations, l'autre organisation remettait $1. À Jérusalem, le maître d'œuvre était l'UGAB, donc le Nearest apportait $1. Sur les principaux orphelinats, par exemple du Liban, comme celui de Byblos, de Jubail, c'est l'inverse, c'est le Nearest Relief qui a la manœuvre, et le partenaire arménien verse donc $1 en contrepartie. On parle quand même d'environ 100 000 orphelins à gérer. Alors le mot orphelin est à prendre avec des nuances. Il y a des cas où la maman a survécu. Alors on a les fiches individuelles de pas mal d'institutions, de ces gamins, au moins de 2-3 établissements. On les a complètes. On voit l'origine du gamin. On sait parfois quand les parents ont disparu et où. On a leur nom, on a l'état physique de ces enfants. Et on observe un nombre considérable de décès en bas âge de ces gamins au sein des orphelinats, parce qu'ils ont été abîmés pendant la guerre et ils n'arrivent pas à les réhabiliter. Dans le cas des femmes, la situation est un petit peu différente. On va dire qu'on est à la naissance de la psychanalyse à l'époque, et puis dans le contexte proche-oriental, mais réhabiliter ces jeunes femmes avec ce qu'elles avaient vécu pendant la guerre, c'était pas une mince affaire. Et on y a parfois été, je dirais, à la serpe, en organisant des mariages entre veufs, etc., de manière très dynamique et très pragmatique, je dirais, avec... Et ça, c'est la formule de Vahetashtian que je reprends, la volonté de reconstruire la nation, une claire volonté de se reconstruire collectivement. J'ai à peu près respecté mon délai. Oui, voilà. Tu as quelques mots pour conclure ou... Non, c'est tout. Bon, merci beaucoup pour ce tableau. Mais finalement très complet,
sans doute pas très complet dans la mesure où nous savons que Raymond Kevorkian a un savoir très exhaustif dans le domaine, mais simplement pour avoir fait ce panorama de la situation de ces réfugiés donc dispersés à travers les différents territoires, et en effet ces territoires du Levant qui vont passer sous mandat français, et donc grâce auxquels, si je comprends bien, nous avons finalement des sources très complètes disponibles sur la situation de ces réfugiés aussi qui vont se diriger également vers le Caucase et l'Arménie russe, et donc dans laquelle précisément va éclore la Première République, et qui sera la première source finalement aussi. Ça fait partie peut-être des côtés les plus positifs de l'ethnicisation entre guillemets du territoire de la future République d'Arménie. Ceci donc pour faire la transition avec notre intervenant suivant, qui est donc le professeur Gérard Dédéian, qui va évoquer donc une biographie et le rôle personnel d'un militaire français, le colonel Louis Romieux, et son rôle dans la Légion arménienne. Donc, monsieur le professeur Dédéian, je vous laisse la parole. L'un des descendants du colonel Romieux, intitulé, donc c'est la famille qui assume cette orientation, le colonel Louis Romieux au service de la libération de l'Arménie. Je compléterai personnellement ce titre par la formule « un homme d'honneur fidèle à son serment ». Il est très surprenant de voir que parmi les enfants ou les descendants de la famille Romieux, on évoque peu l'Arménie. J'ai eu la chance de faire interviewer la petite fille du colonel Romieux, Madame de la Valette, qui a 95 ans et tous ses esprits. Elle a été élevée par son grand-père, sa mère étant morte en couche, et son père étant officier de marine et souvent absent. Et elle disait, dans l'interview qui m'a été transmise, que le colonel Romieux ne prononçait jamais le nom des Arméniens ou de l'Arménie. Le colonel Romieux était extrêmement cultivé, il parlait grec, il connaissait très bien le latin. On peut supposer qu'il a eu des éléments de langue arménienne, ayant passé 4 ans avec la Légion arménienne, mais la famille ne le sait pas. La famille Romieux voyait le colonel plutôt comme quelqu'un qui s'était trompé de vocation. Il recevait dans sa résidence de la Madeleine, au pied du mont Ventoux, dans un paysage qui lui rappelait la Grèce, des membres de l'Institut de Grèce. Je pense que c'est l'Institut d'Athènes. Sa petite fille n'a pas identifié ces personnages. Et on parlait de la Grèce au passé et au présent. Et personne n'évoquait Louis Romieux comme vraiment un soldat, quelqu'un qui aurait eu en première vocation une vocation militaire. Or, avec quand même l'aide de quelques-uns des membres de la famille, avec le témoignage de personnes qui ont travaillé avec lui, je peux dire que Louis Romieux a vraiment eu, avant la Légion arménienne, un passé de combattant. Il a participé à la mission militaire française en Grèce, ça s'est déroulé de 1911 à 1914, du général Hédou, mission qui a complètement restructuré l'armée grecque et qui l'a mise à un niveau parfois supérieur à celui de certaines armées occidentales. Il a ensuite été, Louis Romieux a été mobilisé sur le front d'Occident, il a été grièvement blessé, et malgré cela, il est reparti presque aussitôt pour participer à l'expédition des Dardanelles, et il a dirigé des opérations de commando à la tête de 300 volontaires grecs
qui avait été sous ses ordres lorsqu'il était instructeur de l'armée grecque. Il a d'ailleurs été décoré de l'ordre, il était officier de l'ordre du Sauveur de Grèce. Il a participé également à la campagne de Serbie, dans la division du général Bayou, en 1915 aussi, et il a été instructeur de l'armée serbe. Les accords Sykes-Picot, je laisserai plus volontiers à Suzanne Paty une vision globale de la Légion d'Orient, puisqu'elle a publié un livre substantiel et passionnant sur la question. Les accords Sykes-Picot de mai 1916 partageaient le Proche-Orient en différentes zones, zone bleue aux Français, avec administration directe au Liban et en Cilicie. À la suite de ces accords, accompagnés postérieurement d'une discussion entre Mark Sykes et François-Henri Picot, il y a eu, en présence de Boros Nubar Pacha, président de la délégation arménienne, il y a eu la proposition de constituer un corps arménien qui irait combattre sous encadrement français, mais pour la libération de l'Arménie sous protectorat français, jusqu'à ce qu'émerge un État en Cilicie. Et la Légion arménienne, la Légion d'Orient, initialement appelée ainsi, devait être, selon Clémenceau, le noyau d'une armée nationale. Clémenceau a, à la fin de la période, changé presque radicalement d'avis. Donc, c'est le colonel Romieux qui est en charge d'aller à Port Saïd, où étaient réfugiés installés dans des camps précaires, en particulier les résistants du Moussadak, accompagné de 2 officiers interprètes, des jésuites ayant vécu en Asie mineure, dont au moins l'un parlait certainement l'arménien. Et ces jésuites, ça n'était pas rien, si je puis dire, puisque l'un d'eux était Guillaume de Gerfagnon, l'illustre découvreur des églises rupestres de Cappadoce. Guillaume de Gerfagnon, qui nous a laissé une étude brève, mais passionnante, parce qu'il a été témoin, il a été aumônier militaire pendant que la Légion arménienne était à Chypre. Il a laissé une étude qui s'appelle La Légion arménienne et qui est un témoignage très vivant. Louis Romieux, dans sa mission, est fort du contact qu'il avait avec les hommes, parce que le général Bilendian le saurait beaucoup mieux que moi, mais quand on forme une unité, c'est-à-dire il faut être au contact des gens, il faut leur parler quand on exécute une mission, cela rapproche considérablement, cela crée des liens. Donc Louis Romieux avait un sens du contact humain extraordinaire, et à la grande surprise des Anglais, il a parcouru le camp, il a discuté avec les Arméniens, ceux du Moussadak entre autres, et il les a persuadés qu'il fallait combattre d'une part pour la libération de leur pays et de l'autre dans l'armée française. Et c'est à cette époque, chez les Arméniens occidentaux, les Arméniens de l'Empire ottoman, il y avait une francophonie et une francophilie extraordinaire, à tel point que le journal pro-arménien avait un comité de rédaction qui était dirigé par de hautes personnalités françaises, Jaurès, Anatole France, il y avait Charles Péguy également, et puis des Arméniens éminents comme Arshad Chobanian et d'autres. Et le président Deschanel, je ne sais plus quand exactement, annoncé à l'Assemblée nationale, on va libérer l'Alsace-Lorraine et l'Arménie, s'était mis sur le même plan.
on oublie trop cette proximité qu'il y a eu entre Arméniens occidentaux et Français. Alors, le père de Gerfagnon n'est pas le seul illustre ecclésiastique à avoir soutenu Louis Romieux et à avoir accompagné son projet. Le cardinal Tisserand, l'un des plus grands orientalistes du XXe siècle, a contribué au ministère à la formation de la Légion d'Orient. Il a été en contact avec Louis Romieux. On pourrait en citer bien d'autres. Et je veux simplement rappeler que le pape Benoît XV écrivait à Wilson, président des États-Unis, en novembre 1918, qu'il fallait délivrer l'Arménie, lui donner son indépendance, et pas la petite Arménie, la Cilicie ou la République d'Arménie, la future République d'Arménie, mais l'ensemble territorial. Si l'Arménie occidentale n'apparaissait plus viable, on parlait avec dérision de l'Empire arménien, c'est parce que le crime payé, il n'y avait plus d'Arméniens, ou presque. Et les Arméniens étaient considérés, aux yeux du pape en particulier, comme une nation peut-être séparée. Il n'y attachait pas beaucoup d'importance, c'était un peuple respectable, ancien, civilisé et fidèle à sa foi chrétienne. Et je n'oublie pas le père Poix-de-Bar, dont Anaïde Termination a retracé brillamment la biographie. Jésuite également, qui part en mission à la fin de décembre 1918 en République d'Arménie et qui conclut que cette république est parfaitement viable. Alors, pendant le séjour à Chypre, Louis Romieux, qui a réussi par son talent de communicant à réconcilier les différentes partis arméniens, le parti d'Achnak. Il a des conversations avec le docteur Nevrouz, la délégation nationale arménienne, qui est plus modérée. Il a réussi à faire l'unité, ce que chez les Syriens, on n'a pas réussi à faire. Donc, il va ensuite à Chypre en 1916, et là, pendant plusieurs années, il va entraîner la Légion arménienne. Alors, ce que je retiens, ou de ses observations, ou de celles de Guillaume de Gerfagnon, les Arméniens sont robustes, excellents tireurs, mais trop intelligents pour pouvoir se plier à une discipline collective. Mais Louis Romieux va arriver à les plier à cette discipline. Le père de Gerfagnon, dans son étude, je ne peux pas vous lire l'extrait, a classé les membres de la Légion arménienne en différentes catégories. Alors ceux de Moussadar, ils sont très courageux, ils sont robustes, ils sont des montagnards, mais leur patriotisme est un peu étroit. L'Arménie, pour eux, c'est le Moussadar, mais d'excellents combattants. Les meilleurs, ce sont les prisonniers arméniens, ceux qui ont combattu dans l'armée ottomane. Il y en a eu, que les Anglais avaient emprisonnés à Bombay. Alors eux, ce sont des gens qui viennent, qui ont perdu peu de temps le contact avec leur pays. Ils viennent de Cappadoce, ils viennent d'Arménie occidentale. Ce sont des gens qui ont l'esprit large, qui sont très résistants, et ce sont peut-être les meilleurs combattants. Ils ont été formés par l'armée allemande. En gros, ce sont et ceux des États-Unis sont excellents également. Ce sont des jeunes gens sportifs qui en veulent. Alors, ceux qu'il faut vraiment former, ce sont les citadins. C'est normal, les citadins sont peut-être moins militaires que les gens des campagnes ou des montagnes. Donc, voilà ce témoignage. Donc, cette Légion d'Orient, qui va devenir Légion arménienne, est donc mobilisée en 1918 sur le front de Palestine. Elle participe à la bataille d'Harara avec le détachement français de Palestine, qui est sous l'ordre du général en chef, le général Allenby. Elle se comporte glorieusement, et là,
je dois la citation à la très belle thèse de Georges Gotikian, qui a couvert toute cette période dans son travail. C'est la clé de la personnalité du colonel Romieux. Il rend un vibrant hommage le 20 septembre 1918 aux morts arméniens de la bataille d'Ararat. Au nom de tous les chefs gradés et soldats du secteur de droite, c'est connu, mais il y a des aspects que je veux souligner. Je salue nos morts arméniens du combat d'hier. Ils sont tombés dans cette position où nous venons de faire un poignant pèlerinage, où nous avons évoqué aussi, devant l'horizon libéré à perte de vue, le prodigieux résultat de la victoire. Jamais la ténacité de votre race, qui a fait votre survivance à travers des siècles d'épreuves, n'a eu plus bel emploi. Tous méritent la croix de guerre. Tous sont les patrons, les saints de la Légion d'Orient. Dormez dans votre gloire. Vous avez ouvert la route de la justice, la route à la justice et au droit. Chassés de ces régions depuis des siècles, nous saurons être dignes de vous pour que cette réparation soit complète et durable. J'en fais le serment sur votre tombe devant ce cimetière dont nous ferons un monument de gloire et que nous appellerons le cimetière de l'Ararat, pour réunir dans ce nom le souvenir de nos morts, de leurs sacrifices, de leur victoire et de l'horizon qu'elle ouvre aux aspirants nationaux de leurs compatriotes. Donc, Romieux est tout à fait dans l'esprit des Vartanants, une guerre défensive, au moins pour la patrie, peut-être pour la foi et la patrie. Il est dans l'esprit des Vartanants. Et en même temps, il a... comme officier, ou tout simplement comme homme qui a une éthique, il a un sens de l'honneur, un sens de la promesse, et cette promesse, il voudrait y rester fidèle jusqu'au bout. Et bien sûr, c'est lui qui a commandé la Légion arménienne, c'est un excellent soldat, il a de l'expérience, et il est fier de cette victoire. Alors après cela, je veux simplement... alors il est au sommet de sa gloire, il est au sommet de sa gloire, et dans le journal officiel de novembre 1918, il est cité et félicité pour avoir entraîné et constitué une unité combattante de première force. Donc on pouvait tout espérer. Il va ensuite en Cilicie. La Légion d'Orient représente l'essentiel des forces françaises, avec quelques unités de tirailleurs maghrébins ou sénégalais qui sont musulmans. Ce qui s'est passé en Cilicie, on le connaît bien. Il s'installe en Cilicie. La Légion arménienne subit des provocations de la part de la population ou de la part des lieutenants de Mustafa Kemal. Il y a un renversement total de politique sous l'influence du général Gouraud. On oublie les Arméniens, il faut respecter la force montante de Mustafa Kemal et les Soviétiques. Romieux ne convient plus, donc on le remercie. Il est affecté au commandement des troupes d'occupation de Mayence, en Allemagne. Ensuite, on le retrouve à Versailles. Et il finit sa carrière sans même être promu colonel. Il est lieutenant-colonel, ou peut-être au dernier moment, quand il est parti. Il aurait mérité bien plus. Il avait reçu une décoration de la part du Royaume-Uni qu'on attribue extrêmement rarement, c'est-à-dire il était commandeur de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges. Donc il finit sa carrière très modestement en accueillant les élèves officiers de la préparation militaire supérieure à Montpellier. Donc on peut dire que Louis Romieux, son destin personnel épouse étroitement le destin de l'État arménien tué dans l'œuf. La réelle politique l'a emporté. Il a interrompu sa carrière militaire, pratiquement sa vraie carrière militaire, qui devait être
brillantissime au moment où l'on s'abordait, où l'on transgressait les promesses solennellement prises dans les années 1916, 1917, 1918. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie le professeur Dédéon, qui est un médiéviste bien connu, mais justement dans cette plus qu'une incursion que vous faites dans l'histoire contemporaine, moi je vois des traces très intéressantes. D'abord, vous avez apparemment mis la main sur les archives personnelles de Louis Romieux, ou en tout cas être rentré en contact avec ses descendants. Et puis surtout, ce qui est très sympathique dans cette entreprise finalement de réhabilitation de la mémoire de ce personnage qui a joué un rôle essentiel dans la création et l'entraînement de cette légion arménienne, c'est le côté finalement le philhellénisme, le mouvement arménophile, etc. Et comment tous ces mouvements orientalistes de la fin du 19e siècle sont tout à coup au devant de la scène et mis en pratique en quelque sorte pendant la Première Guerre mondiale. Et donc bien sûr le personnage de Poids-de-Bar est également très important à ce titre. Vous avez évoqué donc les qualités martiales, comme on disait à l'époque, de ces combattants arméniens, donc des qualités diversifiées d'après ce que j'ai compris. Et donc, nous allons entrer un peu plus en avant dans le sujet avec l'exposé du Dr Susan Paty, qui va donc évoquer justement un portrait donc plus précis des légionnaires arméniens. Son exposé s'intitule « Les légionnaires arméniens, sacrifices et trahison pendant la Première Guerre mondiale ». Donc, Dr Susan Paty, je vous laisse la parole. J'attends mon PowerPoint, je crois. Merci. En attendant, je veux remercier Hilda Turboyan et toute son équipe qui a fait ce beau conférence. Vous serez heureux de savoir que je vais parler en anglais et Suren va traduire en français. Voilà. Oui, c'est bon. Je dois dire que moi, je suis anthropologue, ethnologue, et pas historien. Donc, ce serait un peu différent. Mais quand on fait quelque chose où il y a beaucoup d'autres qui parlent de la même sujet, il y aura un peu de répétition, mais pas beaucoup, j'espère. Et il y a beaucoup de liens avec les autres. Donc, OK. I've just written a book, as Darlene said. Which was done on the shoulders of many people. J'ai écrit un livre en fait qui a été élaboré sur les contenus de beaucoup d'autres. On the foundation of other work that was done in Boston, Massachusetts, and in Providence, Rhode Island, beginning with the very important book. How will we show that we change the? Can we change the? Oh, sorry. Remote control. Okay, thank you. Beginning with Hagagan Legione. Donc, il commençait avec la légion, avec Hagagan Legione, la légion arménienne. Batmagan Hushakurchun, The Armenian Legion, a historic narrative by Dikran Boyadjian. Attends. Donc, par Dikran Boyadjian. Never mind, we'll just. Yeah, Yeah, okay. thank you. And backward. Okay, thanks. Is this the latest one that I sent? No, okay. There he is. Okay, Dikran Boyadjian. He in turn compiled the memoirs of many of his comrades as well as his own experiences. Donc il a compilé beaucoup des mémoires de nombre de ses camarades et de sa propre expérience également. Much later, 2 exhibitions at the Armenian Museum of America were funded by George and Caroline Najarian, and substantial work was done by their brother, Michael Najarian. Donc bien plus tard, deux expositions à l'Armenian Museum of America, anciennement la Bibliothèque et Musée arménien d'Amérique, ont été financées
par Georges et Caroline Najarian, et un travail substantiel complémentaire a été effectué par leur frère Michael Najarian. Et c'est le père ici qui était un légionnaire à droite dans le photo à gauche et au centre là-bas. Et le livre est dédié à son père. The historian Varak Ketsimanian has written chapter 2 in this book, which gives a vivid and clear context for the personal narratives that follow. Donc, l'historien Varak Ketsimanian a écrit le chapitre 2 qui fournit un contexte clair et vivant pour les narrations personnelles qui suivent. And Gagik Stepan Sarkisyan in London read and summarized Boyajian's book and then translated the excerpts that I chose. Et Gagik Stepanian Sarkisyan a lu et résumé le livre de Boyajian, puis il a traduit les extraits que j'avais choisis. Now, the credits in the captions for the photographs that follow here will show you how many archives and libraries have lent their work to creating this book. Voilà, donc le crédit accordé aux légendes des photos présentées dans ce PowerPoint montre combien d'archives et de bibliothèques ont prêté leurs travaux pour créer ce livre. And the purpose of this book was threefold. And what makes it a little bit different from other books that are written on these subjects. L'objet de ce livre est en 3 volets et c'est un petit peu différent de ce que j'ai fait sur les autres livres. And the main one for the Najarians was to honor the legionnaires themselves and to enable their voices to be heard. Donc le premier de ces objectifs était d'honorer les légionnaires et permettre à leur propre voix d'être entendue. And to integrate the many images, secondly, to integrate the many images and documents available from these archives with the narratives of the men. Et d'intégrer de nombreux documents et images disponibles de ces archives avec les récits narratifs de ces hommes. And finally, to translate at least part of Boyajian's book, because it's a very important book, which is only in Armenian really at this point. It might be in French as well. Et traduire au moins une partie du livre de Dikram Boyajian pour le rendre accessible au plus large public possible. Voilà. Now, usually I would start by explaining the beginnings of the Légion, but I don't think that's necessary for this audience, and we've been through that. So I'll go on and start. Here we have a group of men waiting in New York to... D'habitude, j'insiste, je ressens le besoin de décrire le début de la Légion d'Orient, mais bon, devant ce parterre d'experts, je passerai directement, je mentionnerai juste le travail soutenu par Boros Noubar Pacha. So it was understood by these men, and this was part of the negotiations, that should the Allies win, the men would become the vanguard of an occupying army and the foundation of an autonomous Armenia. Can you just repeat? I'm sorry. C'était compris que si les Allies entendent... Que les Alliés, oui. If they win, then... Si les Alliés gagnaient, s'avéraient vainqueurs, the men would become the vanguard of an occupying army. Ça devait devenir le noyau de l'armée d'occupation, en fait. And the foundation of an autonomous Armenia. Et la fondation d'un État arménien, en fait. So recruitment began in the diaspora in January 1917, as community and international Armenian leaders began traveling throughout the United States and France and elsewhere, giving speeches. Et donc les dirigeants arméniens ont commencé pour le recrutement de cette armée en allant un petit peu partout, aux États-Unis notamment, et en y faisant des discours pour rassembler des volontaires. And here the men in New York are waiting for their boat to go to Marseille. Their flag, if you can't read it, it says Gammah Gam Azaduchun. Donc dans l'image que vous voyez, ce sont des volontaires qui attendaient leur bateau
à Marseille, et sur le drapeau, on peut y voir, on peut y lire la liberté ou la mort. Okay, this is I made the mistake of sending two PowerPoints. There should be a picture here of a boat that's being torpedoed. Il devrait y avoir normalement la photo okay. d'un bateau, mais, It's okay. You'll have to imagine it. mais So, il faudra faut l'imaginer. imaginer. From Marseille, the men sailed to Port Said, where all gathered for initial training. And as has been mentioned, it was the men of Moussadar who were the first ones to be recruited, and they were already in Port Said as refugees. Donc les hommes embarquèrent pour Saïd, où il y avait déjà les premiers réfugiés de Moussadar. And en route, one of the ships was torpedoed by a German submarine. Donc en chemin, en route, l'un des vaisseaux, l'un des bateaux a été torpillé par un sous-marin allemand. But fortunately, all survived. Mais il n'y a pas eu de victimes, heureusement. The experience, however, was remembered by some as not only a first taste of the reality of danger, but of the disregard that their officers would be showing them. Et cette expérience fut vécue pour beaucoup d'entre eux plus comme un mépris de leurs officiers qu'une réelle expérience, une première réelle expérience du danger. The survivors were given a rickety old boat to continue their journey, while the officers waited for a better one. Les réfugiés donc ont dû attendre un vieux rafio pour qu'ils poursuivent leur voyage, alors que les officiers allaient bénéficier d'un bateau plus décent. The legionnaires refused to board. Les légionnaires donc refusèrent d'embarquer. And this kind of situation was to be repeated throughout the Légion d'Orient and then the Légion arménienne, both by the officers and by the legionnaires. Et ce genre de situation devait malheureusement se répéter assez fréquemment plus tard, aussi bien de la part des officiers que de la part des hommes du rang. This was mentioned by Professor Dedeyan when speaking about Colonel Romeo, who was an exception really to this, the respect that he showed to the men. Donc c'était mentionné par Gérard Dedeyan. Ce qui a été mentionné par Gérard Dedeyan était un petit peu une exception de ce qui se passait entre officiers et soldats. Et il a mentionné aussi la question de discipline qui était un problème pour les officiers, mais pour les soldats, était une question de self-respect. C'est quoi en français? D'amour propre, oui. Yeah, and self-preservation. The British agreed to having the Legionnaires' training camp set up in the colony of Cyprus. Donc les Anglais ont accepté d'établir un camp de formation pour ces hommes à Chypre. The men of Moussadar were sent first in January 1917. Donc les hommes de Moussadar y furent envoyés en premier en janvier 1916. To build what was needed in the area of Monarga north of Famagusta on the east coast. To build, I'm sorry. To build the camp. Pour faire le camp, pour créer le camp. And others followed, beginning from August 2017. Et d'autres suivirent après jusqu'au début 2017. And there they trained, as was mentioned, but they kept on training and they kept on training, and they were waiting. Et donc ils s'entraînaient de plus en plus, mais ils attendaient en fait. Yeah, this is a slide of a military parade, and the men are carrying. It's celebrating Vartanants. Donc vous voyez là un défilé militaire où les hommes célébraient Vartanants. And on this flag is written, "God help the Armenians." Et sur ce drapeau, on peut lire que Dieu aide les Arméniens. Again, the relations with the French officers ranged from familial to deep resentment at perceived prejudices shown towards the men. Donc, et encore une fois, les relations entre hommes et officiers variaient en fait de familiers à méprisantes. Voilà. A constant complaint in Boyajian's book
is the lack of promotion of able young Armenians to officer positions. Une des caractéristiques était que le manque de promotion des hommes qui étaient capables au grade d'officier. And while in Cyprus, this was 9 to 18 months that these men were training, there was not adequate local or military police supervision for so many men. Et pendant ces 18 mois où ces hommes ont subi cet entraînement, il n'y avait aucune police militaire qui surveillait le comportement de ces hommes. And some criminal activity evidently took place, and other kinds of what we would call ordinary rough behavior often found when men are drunk and bored. Et donc, in large numbers. Bien évidemment, une activité criminelle s'est instaurée et d'autres formes de méfaits dus à l'ivresse des hommes You can see a number of bottles of wine by et à the leur men. ennui. And the French officers complained of indiscipline in this regard. Et vis-à-vis de ça, les officiers français se plaignaient d'indiscipline de la part des Arméniens. But Boyajian writes, and I quote, Boyajian écrit, reluctantly, we had started to think that the French had apparently deceived us. Donc, Boyajian écrit, apparemment, I'm sorry. Oui, apparemment, les Français ont déçu. Les Français ont été déçus par rapport à cette indiscipline. Nous ont déçus, voilà. They deceived us the soldiers. Nous ont déçus, oui. Yes, us who, making every sacrifice, had left our peaceful and safe surroundings in places far off. Nous qui avons tout laissé notre vie paisible loin derrière nous, obeying the final call of our martyred people, en obéissant aux appels désespérés ou finaux de nos compatriotes dans la détresse. And now we were condemned to be imprisoned on this island, away from our fatherland and away even from our enemy. Et maintenant, nous étions condamnés à être bloqués sur cette île, loin de notre patrie, voire même de nos ennemis. Finally, the camp was emptied, and most were sent back to Port Said in May 2018. Donc finalement, le camp fut évacué, fut vidé, et ils retournèrent à Port Saïd. At the time of departure from Cyprus, there were 4,360 men and 48 officers. Donc au moment du départ, il y avait 4,000 sorry. 360. 4360 et hommes du rang et 48 officiers. Voilà. And then followed the first big betrayal. They were to be sent to Palestine to fight, not Cilicia, as they had been promised. Et c'est là qu'eut lieu la première trahison. Ils furent envoyés en Palestine et non en Cilicie. And here we have some photographs of men who might be known to you here. There are some French officers, Agop Arevian. There's a website dedicated to him. Donc là, il y a quelques photos d'officiers français. And Vahan Portokalian. D'officiers arméniens, pardon. Vahan Portokalian on the top left, whose family is, I think, from Marseille originally. On the right is Shishmanian on the battlefield. Sur la droite, c'est donc le lieutenant Shishmanian. Once the men were sent to battle, they were determined to do their best. Et lorsque les hommes étaient envoyés à la bataille, ils étaient déterminés à faire de leur mieux. The Battle of Arara, which is known actually as the Battle of Megiddo in the larger framework. Donc à la bataille d'Arara, qui dans un cadre plus général est connue sous le nom de bataille de Megiddo, was the high point of the men's military experience. Fut le point le plus important, l'essentiel de l'expérience militaire des hommes. The only straightforward classic victory of their experience, really, because it gets much more complicated. I'm sorry, excuse me. Yeah, the only straightforward. La seule véritable expérience militaire. No, they had many experiences militaires, but the only classic victory, I'm saying. The only la seule victoire véritablement
classique. Voilà. Voilà. And as was said, we have they're fighting under General Allenby. Et donc, there's a letter here that's written by Allenby. Et ici une lettre qui a été écrite par le général Allenby. Some of the men who died, 24 men died here. Aux 24 hommes qui ont péri. And I have to say that 24 men died there, but many men died in other places along the way, and in Cilicia, especially in the battles that took place there. Alors, à la bataille à proprement parler, 24 hommes furent tués, mais je dois rajouter qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui sont tombés avant la bataille, soit sur les chemins, soit sur la route. Allenby writes here that he is proud to have had an Armenian contingent under my command. They have fought brilliantly and have taken a large part in the victory. Donc c'est une lettre qu'a écrit, je crois, Boros Nubar Pacha, qui a été écrite à Boros Nubar Pacha de la part de Allenby, disant qu'il était fier d'avoir un régiment arménien sous son commandement et que les hommes s'étaient battus bravement et avaient pris une large part à la victoire. This is a plaque of some of the men, not all of the men, which is well known. Donc c'est une plaque ici où on peut voir certains des hommes, non pas tous, mais certains. Though a boat was to have taken them to Beirut after the battle, it didn't come, and the men had to walk northwards. Voilà, normalement, ils devaient ensuite rallier Beyrouth par bateau, mais le bateau n'est jamais venu et ils ont dû faire la route à pied. Ok. J'ai écrit quelque chose qui est 15 minutes, mais avec la traduction, il y a un problème. Shall I go on? What should we do? Do you want me to just run through? Quels accords vous avez passés? Mais simplement, on doit partir d'ici à 12h20, donc. Mais je pense que l'auditoire, si vous me permettez, l'auditoire prendra connaissance de votre ouvrage qui est entièrement consacré donc à l'histoire de ces légionnaires arméniens. Donc, si vous voulez apporter quelques mots de conclusion, peut-être. Comme vous voulez. Yeah. En français, À votre guise, à vrai dire, vous parlez très bien le français, je ne sais pas pourquoi. Non, mais non, c'est pas vrai. Donc, ok. Je dois dire qu'ici, il faut se rappeler de Spanish flu qui était venu pour tout le monde dans le monde et aussi pour les légionnaires. Ici, on voit le Jumping Ahead entrer en Adana, qui était une très, très émouvante expérience pour les légionnaires. Ils étaient les bienvenus comme saviors, c'est quoi en français? Les sauveurs par les survivants de la génocide. Et les hommes ont commencé à travailler avec beaucoup de gens. Et selon un de ces genres, one of these ways was to follow the orders of their officers. They did many other things outside of that. Donc les hommes faisaient beaucoup d'autres choses en dehors des ordres donnés par les officiers. Il y avait normalement un seul ordre qui était respecté, alors qu'ils faisaient beaucoup d'autres choses à part. And one of these things was to save women from... OK, sorry, je parle en français. Pour sauver les femmes et les enfants, comme a dit Dr. Kevorkian, qui étaient dans les maisons arabes, kurdes et turcs. Et il y avait des femmes qui étaient heureuses d'être sauvées, mais des autres qui voulaient, comme vous avez dit, qui voulaient rester dans les maisons. C'est pas les maisons, mais dans les familles, des familles nouvelles. Mais je crois que ceci est important. Il y avait des femmes qui étaient qui étaient des soldats. Et elle n'est pas dans la Légion quand il a commencé. La Légion, elle a commencé. C'est pour ça que je parle pas français.
quand la Légion a commencé, les femmes n'étaient pas dedans. Mais quand la Légion était entrée dans le Cilicie et toutes les choses étaient crazy. C'était un petit peu dans le désordre, quoi, en fait. Et oui, était un désordre, voilà. Il y avait beaucoup de femmes qui ont fait une partie de la Légion. Beaucoup de femmes ont participé à l'activité quand militaire. Quand j'ai vu la première, là, en haut, je ne m'arrêtais pas de voir, je n'ai pas compris que c'était une femme, car je n'attendais pas la voir. Mais après un peu, j'ai vu. Et je veux dire que les push-court, nurses, c'est quoi en français? Les infirmières étaient aussi très importantes, les femmes qui étaient aidées médicalement. Okay. Les infirmières. Can I just say one thing then at the beginning? I'm sorry. Marash, the destruction of Marash, le détruit de Marash. C'est ici que tous les rêves sont tombés. Et puis les autres, la démobilisation, mais aussi les gens qui avaient des idéaux, qui voulaient encore construire une Arménie indépendante. Et finalement, les autres qui n'ont pas dit que bon, c'est fini, ils ont reconstruit une vie arménienne dans la diaspora. Ils ont construit une nouvelle vie. Dikram Boyadjian était une de ceux, et Shishmaniani qui était. Je peux parler de ça plus tard avec les autres. Pardon. Bien, je vous remercie d'avoir montré au public ce très riche matériel iconographique qui trace donc un portrait de cette légion arménienne entre les États-Unis et le Moyen-Orient, d'avoir mis aussi l'accent sur les femmes, ce qui était également le mérite de l'exposé de Raymond Kevorkian. Je passe sans attendre, parce que je sens qu'il s'impatiente, je passe la parole à monsieur Claude Moutafian, qui va justement un petit peu dans la continuité de votre exposé, évoquer ce qu'il appelle une page noire de la diplomatie française, enfin, qui s'insère en réalité, oui, dans l'épisode de reconquête de l'Asie mineure par Mustafa Kemal. Donc, qui n'est pas une page noire pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Et donc, il s'agit d'un exposé plus précisément consacré à Aintab et à la situation très particulière de la population arménienne dans cette région à la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, oui. Alors, cette fois-ci... Vous avez la parole. Oui. Bon, je vais essayer de me dépêcher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, voilà, vous voyez ici trois villes qui sont au centre de nos problèmes, Marash, Aintab et Urfa. Bon, ça, c'était leur nom à l'époque, vers 1920. Maintenant, en 1921, vous voyez, Aintab a été rebaptisé Gaziantep, c'est-à-dire Aintab, la victorieuse. En 1973, Marash a été rebaptisé Kahraman Marash, c'est-à-dire Marash, l'héroïque. Et en 1984, Urfa a été rebaptisé Shan le Urfa, c'est-à-dire Urfa la glorieuse. Bon, ça rappelle les combats des années 20, où paradoxalement, dans 2 des 3 cas, les Turcs ont été vaincus, contrairement à ce qui est présent ici, mais ont été vaincus militairement, mais dans les 3 cas, ils ont été vainqueurs diplomatiquement. Et c'est ça le gros problème. Alors, sur cette carte-là, vous voyez bien toute cette région qu'on appelle l'Euphrataise, qu'on appelait ensuite à l'époque les territoires du Nord. Voilà, l'Euphrataise, c'était en fait, on voit très bien sur cette carte, c'est des régions qui sont beaucoup plus liées à la Syrie qu'à l'Asie mineure, à cause de la barrière de la Manus. Donc il était tout à fait logique qu'elles aient le même sort que la Syrie, et ce qui n'a pas été le cas. Alors pour plusieurs raisons.
Moi, je trouve qu'il y a des raisons essentielles sur lesquelles il faut insister. D'abord, tout ça, c'est non pas un problème entre France et Turquie ou quoi, c'est un problème de la rivalité franco-britannique, essentiellement. La Grande-Bretagne avait les yeux rivés sur la route des Indes, et pour ça, elle voulait le passage en Syrie. D'un autre côté, la France était la nostalgie de l'époque des croisades, comme vous voyez ici, où elle tenait toute la Syrie. Et la France a toujours eu le rêve donc d'avoir un mandat ou une autorité sur la Syrie. Mais attention, sur la Syrie proprement dite, entre guillemets, c'est-à-dire la Syrie actuelle, quoi. Et pas les territoires de l'Est, pas les territoires au Nord. Donc ça, c'est une première rivalité franco-britannique, mirage de la France vis-à-vis de la Syrie. Et le troisième facteur très important, il ne faut pas oublier, comme j'ai un peu signalé tout à l'heure, c'est la supériorité de la diplomatie turque. Ça, il faut bien le reconnaître. Donc, la France donc, avait sa situation privilégiée dans l'Empire ottoman. Elle a aussi, traditionnellement, on l'a appelée la protectrice des chrétiens d'Empire ottoman. Mais là, il faut nuancer. Parce que il faudrait dire plutôt protectrice des chrétiens catholiques de l'Empire ottoman. La France voulait, en particulier son rêve, c'était justement l'indépendance du Liban, où il y avait une majorité non seulement chrétienne, mais catholique. Et c'est très important parce qu'évidemment, comme vous savez, la majorité des Arméniens n'étaient pas catholiques, eux. Alors la Grande-Bretagne avait une arme, c'était ce qu'on appelait la dynastie hachémite, avec l'émir Faisal de Syrie, qui était leur homme. Et pour ça, ils avaient aussi un instrument très célèbre, c'était le fameux colonel Laurence d'Arabie, qui faisait tout justement pour disons, britanniser la Syrie face non seulement aux prétentions françaises, mais aussi évidemment aux prétentions turques. Alors là donc voilà dans les fameux accords Sykes-Picot de l'Empire ottoman. Donc en 1916, on en a parlé tout à l'heure. Comme vous voyez, donc, alors là, toute cette zone-là en bleu, enfin en mauve et en bleu, c'était la zone d'influence française. Là, l'administration française directe. Là, c'est un État syrien sous influence française. Et là, évidemment, c'est la zone britannique. Alors, comme vous voyez, les trois villes sont dans la zone, donc dans ces fameux territoires de l'Est. Là, comme la Grande-Bretagne s'appuyait sur la population arabe locale, via l'émir Faisal et tout, la France, elle, a joué les Arméniens. Et c'est donc sous l'égide de Boros Noubar Pacha que s'est constituée, comme on a dit, la Légion d'Orient, devenue plus tard Légion arménienne. Cela dit, il ne faut pas oublier que comme supplétifs dans l'armée française, il n'y avait pas que les Arméniens, il y avait, comme on l'a aussi signalé tout à l'heure, les fameux Sénégalais et Algériens, qui étaient évidemment de tout à fait d'autres intérêts. Alors voilà, la guerre aussi, un autre facteur très important, c'est que pendant la Grande Guerre, la France était essentiellement en charge du front occidental, et c'est la Grande-Bretagne qui était en charge du front oriental. Donc à l'armistice, c'est elle qui avait toutes ses cartes dans le front oriental, en particulier avec le fameux général Allenby, qui contrôlait vraiment toute la région. Alors à la fin de la guerre, l'armistice de Mudros, dans laquelle donc se sont partagés la France avec des zones d'influence. Ils ont repris grosso modo les accords Sykes-Picot, sauf qu'il était précisé que la Syrie allait être évacuée, ainsi que la Cilicie orientale et les territoires de l'Est. Évacués, c'est-à-dire remis aux autorités turques. La France n'avait pas les moyens de s'y opposer. En revanche, la Grande-Bretagne s'y est opposée. Et elle a réoccupé la Grande-Bretagne en janvier 1920 et en février 1920, a réoccupé ces régions de Marash, Urfa, pendant qu'on discutait tranquillement à Paris de la conférence de la paix, avec donc Clemenceau, Lloyd George et mais cette conférence qui allait aboutir évidemment au traité de Sèvres qui n'est jamais appliqué, etc. Bon. Pendant ce temps, s'est passé un événement très important à Sivas, c'est le congrès du parti kémaliste. Et là, Mustafa Kemal s'est imposé comme le chef nationaliste turc opposé au sultan, considéré comme vendu aux occupants.
Et ça allait être le tournant décisif à cause de la magistrale diplomatie turque qu'allait mener Mustafa Kemal en jouant de manière très efficace et subtile les uns contre les autres. Alors en France, voilà, vous voyez, regardez des déclarations officielles de France de l'époque, relâcher au contraire les liens qui unissaient l'autorité française aux organisations arméniennes, dont le développement et les prétentions étaient jugés dangereux. C'est clair, hein, la position officielle française. C'est-à-dire qu'en fait, on va marchander. Hein, on va traiter séparément avec les kémalistes pour leur promettre de leur remettre les territoires de l'Est, en échange que les kémalistes nous aident à garder le contrôle de la Syrie, hein, contre les Britanniques. Contre les Britanniques. Ça, c'était comment il s'appelle, Abadi. Le colonel Abadi. Alors, donc, à partir de là, il y a alors, en novembre 1919, c'est la relève, parce que, officiellement, c'était la France, quand même, la Grande-Bretagne a dû finalement céder à la France l'occupation de ces zones. Vous voyez, en novembre 19, c'est la relève des troupes, des troupes françaises, avec la Légion arménienne, bien sûr. Hein, avec la Légion arménienne. Mais il y a une chose très importante dont il ne faut pas tenir compte, c'est que les troupes françaises étaient au moins 10 fois moins importantes que les troupes britanniques. 10 fois moins. Donc c'était en fait un changement d'autorité, mais qui était très, très profitable aux nationalistes turcs. Et la France, elle utilisait essentiellement la Légion arménienne et puis ses supplétifs d'Afrique. Oui, coloniaux. Ces supplétifs coloniaux. Alors, un fait très important qui marque un tournant, c'est l'entrevue le 5 décembre 1919 à Sivas de Kemal avec l'émissaire français Georges Picot. Ça, c'était déjà les premiers, alors secret bien entendu. Hein, la France commençait à jouer le jeu et à s'arranger avec le kémalisme pour faire ce marché dont les dupes, évidemment, allaient être les Arméniens, forcément. Alors, la Légion arménienne avait à peu près 4 ou 5 000 hommes. Elle était fidèle au service des troupes françaises. Elle ne savait pas du tout ce qui se préparait dans son dos. Hein, les tractations avec Kemal n'étaient pas officielles. Alors, avant Aintab, il y a eu les deux événements qu'on connaît bien, je vais juste en dire 2 mots, c'est Marash et Urfa. Alors, à Marash, voilà Georges Picot, c'est lui donc qui est allé négocier avec Kemal. À Marash, donc finalement, la Marash habitait à peu près 50 000 habitants, dont 22 000 Arméniens. Il y a eu une guerre donc, pour Marash. Les Turcs ont capitulé le 10 février 21, les Turcs ont capitulé. Et dans la nuit du 10 au 11, les Français se sont retirés. Et alors, la légende, je ne sais pas en quelle mesure elle est vraie, il paraît qu'ils auraient mis des linges sous les sabots des chevaux de manière à ce qu'ils ne fassent pas de bruit pour que les Arméniens ne se rendent pas compte. Je pense que c'est une légende, mais c'est assez significatif quand même, quoi. Bon, de toute façon, les Français sont retirés. Une bonne partie a été massacrée sur la route de la retraite. Et alors là, donc Marash a été, voilà ce que dit le colonel Brémond, qui était sur place. Donc, la décision de la retraite reste donc un mystère. Elle n'a été prise ni à Beyrouth, ni à Adana, ni à Marash. Il ne paraît pas douteux qu'il y ait eu un appareil de TSF à Marash, avec Adana, n'a pas été donné. On illumina à Sivas et à Angora, un frémissement d'orgueil galvanisa le kémalisme encore hésitant. La perte de Marash était un coup terrible pour notre prestige. Voilà ce que dit le colonel Brémond, qui était sur place. Alors ensuite, Urfa. Alors à Urfa, ça a été prêt. Alors là, c'est la seule fois où c'est les Français qui ont capitulé contre des garanties de ne pas être attaqués en faisant retraite. Évidemment, ces garanties n'ont pas été prises. Toutes les troupes françaises à la retraite ont été massacrées. Et le major Auger a été décapité et sa tête mise sur une pique et promenée dans les rues de Urfa. Bon, enfin, on arrive à Aintab. Alors voilà un plan de Aintab. Alors Aintab, ça a été beaucoup plus long et beaucoup plus difficile, parce que, d'abord, il y avait, du point de vue démographique, il y avait 60 000 habitants, dont un tiers d'Arméniens. Les Arméniens étaient regroupés dans ce quartier. Les Turcs étaient là.
Hein, dans ce cas, pardon. Les Turcs étaient là. Et pour les Arméniens, la seule issue, c'était cette route vers Kilis, hein, la seule ouverture vers l'extérieur, qui commençait à l'ouest et qui après obliquait au sud vers Kilis. C'était la seule issue possible pour les Arméniens. Alors, le siège d'Ain Tab, ou plutôt les 4 sièges, comme vous voyez sur la feuille là, qui a été distribuée, vous voyez les 4 sièges d'Ain Tab, en fait, ont duré pratiquement 1 an. 314 jours, ça a été beaucoup plus long que Marash et Urfa. Il y a eu donc 4 sièges successifs. Le premier siège a été en avril. Là, c'est les Turcs, le siège par les Turcs contre en particulier les cafés arméniens. Vous voyez le secteur arménien d'Ain Tab. Alors, on connaît tout ça très précisément parce qu'il y a 3 livres qui ont été écrits au début des années 20 par les responsables français eux-mêmes. Le lieutenant Abadi, les 4 sièges d'Ain Tab. Le colonel Andrea, vous voyez, toujours 22-23, le siège d'Ain Tab. Et la colonne normande, 1924. Entre 22 et 24, il y a eu ces 3 livres qui sont vraiment des livres qui donnent disons, à vif. Alors, voilà, donc vous voyez le quartier turc, le quartier arménien, et il y avait ici un petit quartier kurde, mais qui allait un peu plus tard être rapidement annexé par les Arméniens. Donc, finalement, le premier siège est levé en avril par l'arrivée de 2 colonnes françaises. Alors, c'est le coup classique, arrivent des colonnes françaises qui dégagent la ville, qui lèvent le siège, puis après, elles s'en vont et tout reprend. Et tout reprend, voilà ce qui se passe. Alors, les Arméniens c'était eux qui étaient le fer de lance, en fait, de l'armée dite française, dirigée par Adour Lévonian, le principal défenseur de Ain Tab. Avec donc tout ça, c'était des volontaires arméniens, avec 3 autres, donc Adour Lévonian au centre, Avedis Kalemkarian et Derneses Kahana Tavoukdjian. Et le plus célèbre pour des raisons d'iconographique, voilà, c'est le père Hagop Boyadjian, qui est là donc photographié avec ses cartouches pendant le siège d'Ain Tab. Donc alors là, première retraite, en avril 1920, conférence de San Remo. Vous voyez, alors là, la frontière est déplacée de la ligne jaune à la ligne rouge. Et alors là, c'est la perte de Marash, officiellement déjà. C'est la perte de Marash. Bon, alors voilà les promesses des Français. Radim le courrier arménien, l'assurance que les Français sont à Ain Tab pour toujours, de manière à ce qu'ils continuent à se faire massacrer, quoi. Alors là, je vais rapidement. Donc le début, alors le deuxième siège commence le 30 avril. Et là, il est voilà donc la ville d'Ain Tab. Voilà, finalement, le 3e siège, et là je vais aller un peu vite, donc il est déjà le 3e siège, et lui est ordonné directement par Mustafa Kemal, le 3e siège. Et finalement, le 4e siège, alors là qui est le plus long, et se termine par la capitulation d'Ain Tab. Voilà, de la presse française, la capitulation d'Ain Tab. Le 9 février 1921, fin du 4e siège d'Ain Tab, les Turcs présentent leur capitulation. Officielle, ça y est. Le problème, c'est qu'un mois plus tard, cette victoire militaire allait se traduire par une défaite diplomatique. Voilà, ce qu'on appelle le Verdun de l'Anatolie. Le lieutenant-colonel Andreas remercie les Arméniens pour l'aide précieuse qu'ils ont fournie aux troupes françaises, etc., etc. Et il n'empêche que l'accord de Londres qui est signé peu après, alors là, c'est carrément Ain Tab et tous les territoires de l'Est qui sont bradés, alors que les Turcs avaient capitulé à Ain Tab. Regardez, cette circonstance parvient à Ain Tab, la nouvelle de l'accord signé à Londres. Cette nouvelle provoque une vive stupeur. Les Arméniens préparent leur exode en masse. Alors on ne comprend plus. Ça, c'est donc Abadi qui dit ça. Nous occupions Ain Tab, rempart d'Alep. Nous l'avons perdu, nous l'avons reprise. Nous l'avons reperdu. Après 6 mois de lutte, nous l'avons conquise. Et M. Briand la rend aux Turcs. Alors Franklin Brouillon, qui a été dépêché auprès de Kemal encore pour continuer les négociations. Et donc voilà Voilà, alors Aristide Briand, c'est lui donc qui a été là. Alors je mets juste 2 comparaisons de 2 déclarations d'Aristide Briand à 1 an d'écart. 1920. Regardez, partir, interrompt Briand,
ça signifie que des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants seront massacrés par le France d'avoir manqué. Je dis que la France n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Et ben c'est lui qui, un an plus tard, s'est comporté de la sorte. Effectivement. Et voilà ces déclarations. On a essayé d'exciter contre nous les Arméniens de Cilicie. Or, c'est nous et nous seuls qui les avons soutenus. Il faut quand même être assez cynique pour dire des choses pareilles. Certains semeurs de panique en Cilicie voulaient provoquer le départ des Arméniens, soi-disant. Bon, donc voilà les deux déclarations. Et bon, finalement, la proclamation alors, du général Gouraud en novembre 1915. Je pourrais invoquer la signature du gouvernement français ainsi que celle de son excellence Mustafa Kemal qui, rendant la paix à une grande partie de la Turquie, a prouvé qu'il n'était pas seulement un grand général, mais aussi un grand homme d'État. Voilà les déclarations de la France suivant la capitulation des Turcs. La France, dans son généreux désir de rendre la paix à la Turquie, a décidé de remettre dans les mains du gouvernement ottoman une des vieilles provinces et 2 villes turques de l'Empire. Tout ça, le général Gouraud. Une amnistie plénière est proclamée, les droits des minorités sont confirmés. Bon, on sait ce qui s'est passé. Sont confirmés. Et enfin, voilà, pour terminer, rester, dit Gouraud, c'est maintenir le fruit du travail des ancêtres pour faire revivre dans la paix la prospérité de la Cilicie, de Kilis et d'Antap. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est bon, évidemment une question très intéressante que cette décision du retrait des puissances aussi bien dans la zone de la Cilicie qu'au Caucase, puisqu'il va se passer la même chose avec le départ des Anglais en 1919-1920 et ouvrant aussi la voie à la soviétisation du Caucase. Et donc en fait, ce sont des décisions. Il y a systématiquement une discordance entre, disons, les acteurs locaux et les décisions qui sont prises évidemment ailleurs, notamment à Londres ou à Paris, et de la part de puissances qui, quand même, il faut le rappeler, sont épuisées par la Première Guerre mondiale et à un moment donné lâchent l'affaire, aussi bien devant Mustafa Kemal que de l'autre côté, du côté des bolcheviks, qui est l'autre front, en tout cas, qui intéresse les Arméniens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision un petit peu surplombante, mais qu'il faut fournir à l'auditoire pour qu'ils comprennent exactement la situation de cette trahison, de ce qui est ressenti, évidemment, au niveau local comme une trahison. Alors, je ne sais pas où sont les organisatrices, mais je leur laisse le soin. Est-ce qu'on donne la parole à la salle tout de suite ou pas? Ou est-ce que vous voulez reporter la question? Donc, on va donner 2 questions. Eh bien, que la salle se manifeste rapidement. Je vais juste demander aux personnes de lever la main parce que la retransmission est en direct, donc c'est filmé. Donc, levez la main pour avoir le micro. Nous avons Solène et moi-même. Je vous remercie pour cette séance excellente. J'avais une petite question pour les intervenants. Dans l'ensemble, les intervenants de cette séance, est-ce que quiconque a jamais trouvé un seul document signé par un officiel de haut niveau, Clémenceau, le ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, promettant par écrit aux Arméniens un État indépendant en Cilicie ou un État autonome? Non, je pense pas. Non, j'ai pas mal fouillé d'archives, mais j'ai un peu lu aussi. Non, on parle dans la plupart des cas de foyer, la création d'un foyer arménien destiné principalement au bloc de rescapés que j'ai évoqué tout à l'heure. Bon, il va en parler plus largement sur la Cilicie, mais au départ, il est hors de question de laisser ces rescapés arméniens installés en Cilicie ou au Liban. Et il va le dire, la stratégie franco-britannique est de réexpédier ces rescapés arméniens vers la Cilicie, et ça a été le cas. Bon, enfin, moi, je voudrais quand même souligner un point concernant la Cilicie. Brémond en particulier, qui était scandalisé en fait par l'attitude de Paris, la signature des accords par Franklin Bouillon, qui était une vraie ordure, il n'y a pas d'autre mot.
il s'est opposé, il a essayé de s'opposer, il a même suggéré une sorte d'indépendance et il l'a payé toute sa vie. Il est colonel à ce moment-là, tout jeune. Il va finir en 1942 par là, ou 40, comme général de brigade. C'est-à-dire, on va lui tuer sa carrière. Voilà. Bon, et c'est un peu moins le cas. Et pour Romieux, il y a un point qui est intéressant. Quand l'accord est signé, les autorités françaises exigent que la population arménienne reste en Cilicie, avec une garantie, enfin, c'est un délire. Et cette population arménienne, elle se lève comme un seul homme et elle file vers la frontière, enfin la frontière, oui, on peut dire, de la Syrie, mais qui est fermée par les troupes françaises. Et c'est Romieux qui lâche et qui a été en partie aussi puni pour ses agissements. Finalement, ces militaires ont montré une attitude éthique voilà, intéressante. Oui, bah c'est les acteurs de terrain. Une autre question et après je clôt la séance. Professeur Richard. Yeah. Thank you. I wonder if it will ever be possible to reconcile what's in the French military archives about the Armenian legionnaires, all the negative discussion of the legionnaires, maybe as an excuse to disband the legionnaires, and the memoirs of the legionnaires, which all talk about how good they were and how they were betrayed. These are two very opposing documentations that exist, and I don't know of anyone who has tried to reconcile these, because I expect there's truth on all sides and maybe a little falsehood on both sides. Can you address that issue? Do you want to translate? Susan, je pense que cette question est pour vous. Je peux essayer de... Brièvement. Yeah, okay. No, I don't think so. That's the briefest answer I can give, but I'm sure others might be able to answer it better. But I would say the men obviously had to make an idealized memory out of this in order to explain their sacrifice. They'd made a tremendous sacrifice, and things didn't go as they believed they would. And I take Professor Asturian's question very well. It wasn't written down, it was talked about, and they believed that this was true, that they would be the conquering heroes. But the attitude of the French officers is also quite clearly, even within the idealized memoirs of the Armenian legionnaires, it's pretty clear that the men had their prejudices about men who were either from the mountains of Musada or actually from America. They make quite prejudiced remarks about them too. So I'm not sure. It would be a very interesting book. Somebody should try it. Oui, on va essayer de résumer. Donc, le professeur Hovhannissian demandait s'il était possible de rapprocher les livres ou les écrits ou des documents émanant des soldats, des hommes du rang, de ceux émanant, si j'ai bien compris, des officiers, de façon à voir quels étaient réellement l'état d'esprit des uns et des autres. Je pense que Suzanne Paty a répondu que ce serait très intéressant effectivement de faire ce rapprochement, mais qu'a priori, je ne pense pas qu'il ait déjà été fait. Voilà, de façon à réconcilier les deux points de vue. Les deux versions de ces mémoires. Je pense que nous sommes parfaitement dans les temps, ce qui est plutôt donc une bonne nouvelle.